Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition des Jeudis de Corbera proposée par la gauche républicaine et socialiste le premier jeudi de chaque mois. Un temps ouvert à nos militants, sympathisants et plus globalement à tous les curieux de notre mouvement politique. Alors les Jeudis de Corbera, c'est un temps d'échange et de débat avec des intellectuels, des grands témoins, des personnes engagées, et notre souhait c'est de pouvoir, loin de tout dogmatisme, questionner l'actualité avec le souci d'avoir une pensée en action. En ce jour de grève de la fonction publique, ce 5 décembre, un sujet d'actualité avec Claire Lemercier que Damien va vous présenter, et un jour d'autant plus important que nous sommes concernés, je crois, tous les trois, par les enjeux de cette journée de grève. Donc Damien, la parole. Merci Carole. Donc nous avons le plaisir de recevoir Claire Lemercier, qui est historienne, directrice de recherche au CNRS, et qui, avec deux collègues, Julie Gervais et Willy Pelletier, publie La haine des fonctionnaires, donc un livre aux éditions Amsterdam. Alors ce livre, il est triplement d'actualité. Il est d'actualité aujourd'hui, Carole l'a rappelé, parce que aujourd'hui c'était un jour de grève pour la fonction publique. Vous le savez aussi, c'est un jour où le gouvernement est tombé, et en particulier le meilleur impresario de ce livre, qui s'appelle Guillaume Kasbarian, a dû démissionner en même temps que son Premier ministre. Et puis enfin, actualité, puisque la haine des fonctionnaires fait l'objet dans Libération aujourd'hui d'une double page. Voilà, d'une excellente recension. Alors ma première question, Claire, elle a trait au titre. Quand j'ai vu le titre « La haine des fonctionnaires », évidemment, je me suis demandé comment il fallait le penser. S'il s'agissait de la haine, de la colère vis-à-vis des fonctionnaires, s'il s'agissait des fonctionnaires qui avaient la haine, et j'ai pas pu m'empêcher de penser au film de Kassovitz, dont ce sera bientôt le 30e anniversaire, et vous savez qu'il y aura très bientôt une comédie musicale. Donc ma première question, c'est pour les fonctionnaires, est-ce que jusqu'ici tout va bien, et pourquoi ce titre? Merci beaucoup Damien, merci Carole. Je reconnais bien qu'on est un peu de la même génération. Quand on a testé ce titre, moi aussi je me disais « Ah, c'est rigolo parce que c'est la haine contre les fonctionnaires et les fonctionnaires qui ont la haine. » Alors personne n'a compris la deuxième partie, les gens de notre âge, mais il y avait un peu cette idée-là chez nous au départ. Sachant que là, je pense que jusqu'ici tout va bien, et quand même plus dans la tête de Kasbarian que dans celle des fonctionnaires, qui n'ont plus cette appréhension-là de la situation. En fait, on a mis le titre à la fin de l'écriture, comme ça se passe souvent. Le terme haine n'est pas tellement discuté dans le livre, mais j'avoue que donc, Guillaume Kasbarian nous a bien démontré ce que c'était la haine des fonctionnaires, et du coup a incité les journalistes à nous pousser là-dessus. Et rétrospectivement, on est vraiment content et contente de ce titre, parce que le livre essaye de résumer différentes haines contre les fonctionnaires, pour le coup. La haine très ancienne, des clichés, de la paresse, etc., mais qui est quand même réactivée, et là elle l'a été encore à l'occasion des discussions sur le jour de carence. Et puis trois haines plus nouvelles, donc celle d'en haut, et là on a eu vraiment une expression très claire par le ministre de la fonction publique, mais disons que la haine d'en haut verbale, mais aussi la haine réflexe ressentie par beaucoup de hauts fonctionnaires qui ne pensent pas faire quelque chose de violent ce faisant, mais qui vont ressortir le discours comme quoi le privé c'est forcément mieux et puis donc on va externaliser. Et ils se disent pas que ça exprime de la haine ou de la violence envers leurs subordonnés. Et une des choses qu'on veut montrer, c'est la violence de ce type de principe pris pour acquis. Donc la haine qui vient d'en haut, la haine qui vient des usagers, usagères, notamment des classes populaires aussi, et sur laquelle on ouvre le livre en mettant exprès des verbatims assez violents. Pour se dire, ok, on n'est pas des bisounours, là, ce qui se passe, c'est aussi qu'il y a une véritable haine ressentie par des personnes des classes populaires, voire parfois par des personnes des classes populaires qui sont par ailleurs fonctionnaires, face aux personnes au guichet, et des violences verbales et parfois physiques qui remontent des guichets. Et donc on essaye de montrer que cette haine est compréhensible, en fait, d'expliquer d'où elle vient, mais de comprendre aussi la personne qui a la haine parce qu'il n'y a pas de guichet ouvert à la gendarmerie, par exemple. Et puis, la haine que ressentent les fonctionnaires
envers eux et elles-mêmes, c'est-à-dire le versant souffrance au travail, plus qu'avoir la haine, mais avoir la haine de ce qu'on nous fait faire, en fait, de ne plus pouvoir bien faire le travail, ce qu'on évoquait déjà dans notre précédent livre en l'ouvrant sur une assistante sociale qui allait pleurer aux toilettes entre 2 rendez-vous, parce qu'en fait la manière dont tout était organisé l'empêchait d'aider les gens et de faire son travail. Donc cette haine de soi, finalement, si on veut le mettre en des termes un peu psychologisants, mais qui ressort vraiment aussi de beaucoup d'entretiens qu'on a eu en amont et de beaucoup de discussions autour du livre sur des fonctionnaires qui en viennent à haïr sinon leur propre personne, en tout cas leur propre fonction, leur propre exercice du métier. Alors cette violence, cette haine, elle ressort des témoignages que vous recensez dans le livre, et elle m'amène immédiatement à la question de la forme de ce livre. Donc ce livre, il vient après un autre livre, un premier livre par les mêmes auteurs, qui s'appelait la valeur du service public. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir le premier sur le service public et le second sur les fonctionnaires. Dans les deux cas, on a une forme qui est particulièrement non conventionnelle. On se demande en fait à quel type d'objet on a affaire, s'il s'agit d'un ouvrage savant, s'il s'agit d'un brûlot politique, d'un dictionnaire des idées reçues. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup d'encadrés, et puis surtout une forme, une adresse vis-à-vis du lecteur, un tutoiement assez systématique, qu'on retrouvait déjà dans le premier livre, et je voulais vous interroger par rapport à ces choix-là, comment ils avaient été élaborés, est-ce qu'il y avait eu un retour par rapport au premier livre, et comment ça avait évolué pour celui-ci? Alors c'est une longue histoire parce que le premier livre au départ c'est une commande de la CGT, notamment de l'UFSE CGT, les services de l'État, qui il y a très très longtemps était allé voir la Fondation Copernic en disant il faut qu'on fasse un ou plusieurs livres autour des services publics en général, donc avec une volonté de transversalité entre les métiers qui n'est pas forcément existante non plus dans les syndicats, en fait, de dire on va se parler entre les différents métiers du public et se dire ce qu'on a en commun. Et c'était à la fois très agréable et très vertigineux pour nous, c'est qu'il n'y avait pas de commande plus précise que ça et qu'il n'y a pas eu de relecture. Donc là, on n'était pas sous la coupe de la CGT, mais nous on aurait bien aimé des fois aussi savoir si on faisait ce qui les intéresserait. Ils nous ont donné carte blanche en préachetant un grand nombre d'exemplaires, ce qui a permis que la découverte accepte de faire le premier livre et qu'il soit largement illustré, parce qu'aucun éditeur n'aurait accepté sinon. Et donc, quand il y avait eu un appel pour faire ce livre, à la première réunion, vraiment, il y avait un peu l'idée, ouais, on va faire un livre sur les grands principes et puis l'histoire du service public et puis comment ça va moins bien. Et en fait, on s'est retrouvés avec Julie et Willy dans une pièce en se disant, c'est absolument pas ce qu'on a envie de faire. Ça va être le énième République des idées. Voilà, au début, il y avait le Conseil d'État, il a dit qu'il y avait le principe de continuité, puis d'égalité, tout ça. Et on n'avait ni envie d'écrire ça, ni envie de le lire, en fait. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on voudrait faire, et c'est vraiment ce qui est sorti de cette idée-là. C'est l'inspiration de ce que fait un autre éditeur pour des beaux livres pour offrir pour les fêtes, où il y a eu notamment les ouvriers, les paysans, après ils ont fait les cheminots, je crois qu'ils ont fait l'école ou les profs, et où là, alors c'est pas ce qu'on a fait, mais c'est carrément des pop-up books comme pour les enfants, où on tire sur le livre, il sort des choses, et il sort notamment des copies d'archives, ce qui moi comme historienne me touche. Donc des vrais documents situés et des photos de véritables personnes. Et en fait, on s'est dit on veut faire ça pour les fonctionnaires, au départ. Pourtant, le premier livre n'a pas fini avec fonctionnaires sur la couverture, mais du coup, l'idée c'était vraiment le livre que tu dois pouvoir offrir à un ou une fonctionnaire dans ta famille. Et après, on s'est dit bon, ça veut dire qu'il faut que ce soit illustré et ça veut dire qu'il faut que ce soit lisible par tout le monde, mais de quoi on va parler, comment ? Et effectivement, ça a fait un livre très hybride, parce que ce qu'on fait, c'est fondamentalement, surtout dans le premier livre, résumer des travaux de recherche, y compris récents et pointus, mais vraiment d'une façon à ce que tout le monde puisse les lire. Et là, on s'est donné un lectorat imaginaire, qui était notamment une aide-soignante, mais syndiquée, qui est susceptible de lire un livre par an, ou une prof quand même, une prof de sciences nat. Pas une prof d'histoire géo ou de lettres qui achète souvent des essais, en tout cas la caricature qu'on peut s'en faire. Et donc,
on s'est dit, pas de concession sur la qualité des recherches, il faut que nos collègues puissent nous lire, parce qu'en fait on savait que nos collègues allaient nous lire, on avait la trouille, qu'ils pensent qu'on n'avait rien compris, et donc voilà. Mais on explique tout, aucun mot compliqué qui ne soit pas défini, donc on essaye de ne pas les utiliser s'ils sont indispensables, on les définit dans la marge. Mais y compris on définit RSA, en fait on définit tous les sigles, que ce soit des mots techniques de la fonction publique ou des mots techniques de la recherche en sociologie ou en histoire. Et ça risquerait d'être quand même ennuyeux, on incarne. Et donc on essaye de raconter des histoires, aidés par cela, par le fait qu'on utilise beaucoup des enquêtes sociologiques de terrain, c'est-à-dire des gens qui sont allés typiquement passer 3-4 mois au moins dans un service pour voir comment ça se passait du côté des fonctionnaires, du côté des usagers. Et donc dans les articles de sociologie même universitaire de ce type-là, en général il y a un moment dans l'article où une scène est racontée en détail, où un verbatim d'une interaction est sorti en détail. Et donc c'est ça qu'on a extrait des travaux des autres, c'est pour qu'il y ait des personnes précises qui soient en cause dans des endroits. Et donc ces incarnations, elles sont hybrides, elles sont l'objet de réinventées par plusieurs entretiens, ou elles sont imaginaires, ou elles relèvent de véritables témoignages que vous avez recueillis? Alors dans les deux bouquins, puisqu'on a repris un peu cet aspect-là du premier dans le second qui n'est pas illustré par contre, quand c'est entre guillemets, c'est toujours du verbatim d'une véritable interaction précise. Quand c'est pas, et parfois franchement on a du mal à le croire, c'est un dialogue à l'hôpital sur mais est-ce que dans le service de chirurgie vous faites les bonnes opérations? On a vraiment l'impression que c'est un humoriste d'extrême gauche qui fait le truc. En fait c'est un verbatim recueilli par un sociologue dans une véritable réunion, donc ça donne beaucoup de force. Donc on a ratissé tous les verbatims qu'on a pu, aussi dans les articles de presse quand il y avait des entretiens, dans de la documentation syndicale, quand il y avait des tracts avec des personnes qui racontaient des vrais trucs. Donc quand c'est entre guillemets, c'est une situation précise, et on s'est autorisé, mais en le signalant bien en fin d'ouvrage dans l'un, en note de bas de page dans l'autre, ce que Willy appelle des fictions crédibles, qui pour Julie et moi étaient très bizarres pour des chercheuses au départ, et qui est de dire quand on n'a pas de recherche de terrain pour documenter un truc, on n'a que des travaux un peu abstraits qui vont donner des tableaux chiffres ou des idées générales. On veut raconter comment ça peut s'incarner à hauteur d'homme ou de femme. On va inventer un personnage, mais on va inventer un personnage en donnant uniquement des infos qui sont parfaitement crédibilisées par la recherche. Donc moi j'ai fait ça pour un gendarme au 19e siècle pour expliquer les différentes contraintes qui pèsent sur les fonctionnaires, notamment de localisation, de choix d'affectation, de non-choix d'affectation pour les gendarmes, que ce soit au 19e siècle ou aujourd'hui. Et en plus au 19e siècle ils devaient acheter eux-mêmes leur cheval et s'endetter pour cela, car le cheval c'est plus compliqué à entretenir qu'une voiture, des fois ça meurt et tout. Donc je raconte toute une petite histoire qui est fondée sur des travaux de spécialistes d'histoire dans la gendarmerie, mais où eux ne racontaient aucune histoire précise. Donc tout ce que je fais en fait c'est que je donne un prénom aux gendarmes et à ses fiancés imaginaires, mais je dis pas ce jour-là il faisait très beau à Briançon, parce que j'en sais rien, et je mets pas de dialogue entre guillemets. Donc c'est comme ça qu'on a essayé de jouer l'incarnation. C'est un peu moins radical dans le deuxième livre, parce qu'il est plus petit aussi et qu'il faut de la place pour déplier ce genre de scène. Mais les retours qu'on a eus de lecteurs et lectrices potentiels et d'acheteurs et d'acheteuses potentiels sur le premier livre, c'est que même si les gens qui l'avaient lu adoraient l'aspect je peux lire aux toilettes parce que c'est des fragments de 2 minutes, je l'ouvre n'importe où, il y a soit une image, soit une citation rigolote, en fait les gens qui ne l'avaient pas ouvert, ou même les gens qui l'avaient dans leur bibliothèque, restaient tétanisés parce qu'il est trop gros et que ça ressemble au code civil. Et accessoirement du coup il était un peu cher, même si l'aide de la CGT a permis que pas trop, et donc on avait clairement une demande pour faire un livre plus petit et moins cher, ce qu'on a fait, mais du coup c'est pas la version poche du premier, c'est des choses nouvelles qui découlent sur le fond, soit de choses qui se sont passées depuis, notamment la dématérialisation qui s'est vraiment dramatiquement accélérée depuis 2021, on en parlait en 2 pages et on fait un chapitre, soit de questions qu'on nous a posées sur le premier. Des trucs qui n'étaient pas assez clairs parce qu'on n'y avait pas pensé ou parce qu'on n'en avait pas parlé. On a eu des demandes de précision sur c'est qui ces très hauts fonctionnaires qui font tous mal. Donc c'est beaucoup aussi des réponses à des questions, y compris l'éternelle question d'un temps on fait quoi, dont on considérait qu'en tant qu'universitaire on n'avait pas à expliquer aux gens comment et pourquoi lutter, et on pense toujours ça, on va pas lutter à votre place, mais on s'est dit que, alors ça reste à la marge, mais qu'on pouvait faire circuler des histoires de lutte qui avaient marché, mais de fonctionnement moins violent et moins haineux
des services publics qui avaient marché. Et puis, pardon, je t'ai pas répondu et je parle trop longtemps, sur les fonctionnaires plutôt que le service public. Donc on avait un chapitre qui était vraiment du point de vue des fonctionnaires dans le premier livre. Et là, je ne sais pas trop comment c'est venu, mais on s'est dit voilà, qu'il fallait que quelqu'un parle des fonctionnaires ou fonctionnaires. En fait, c'est les agents publics, les contractuels aussi, mais on pouvait pas mettre ça en titre, personne n'aurait compris. Donc on a pris ce point de vue un peu plus fonctionnaire que usager pour aussi faire plus court. Alors, on reviendra sur la très grande variété des agents qui remplissent des fonctions qui sont au service du public. Mais je voulais revenir, puisque c'est aussi le titre, sur l'image du fonctionnaire. Et dans l'introduction, il y a un très joli jeu entre le fonctionnaire et le légionnaire sur la chanson Mon légionnaire, qui transporte toute une imagerie virile et sexy qu'on oppose immédiatement à la mollesse du fonctionnaire avachi sur sa table du bureau, attendant qu'il fasse plus de 23 degrés pour prendre sa pause. Et donc, d'où vient cette image parce que manifestement, elle est extrêmement ancienne, cette image négative du fonctionnaire, alors même que les métiers correspondants, qu'il s'agisse d'un instituteur ou d'un douanier, d'un gendarme, pouvaient, elles, transporter des images plus positives. C'est un peu énigmatique en fait. Alors là, on s'est appuyé sur les travaux de l'historien Émilien Ruiz qui a un peu exploré ça, et puis j'ai été revoir du coup certaines des sources qu'il citait. Mais c'est vrai que dès que le mot fonctionnaire existe, il est associé à ce type de représentation, hein, notamment la fesse du fonctionnaire fait l'objet de beaucoup de fantasmes, mais pas très sexuels en fait, plutôt par rapport au fait qu'elle est ancrée dans la chaise. Alors on a pensé lors de réunions récentes d'ailleurs à un truc à opposer directement là-dessus, qui est ce que m'ont dit des juges du syndicat de la magistrature de 93 autour du précédent livre, sur le fait qu'elles ne font pas pipi de toute leur journée de travail parce qu'elles restent sur leur ordinateur en essayant de passer le max de dossiers et qu'on leur apporte un sandwich. Donc voilà aussi ce que c'est que d'être sur sa chaise toute la journée. Mais pour revenir à l'historique de la chose, donc, dès que le mot fonctionnaire apparaît au XIXe siècle, il est associé à cette image de bureaucrate paresseux collé à sa chaise et qui produit de la paperasse inutile, voire néfaste. L'histoire de la prolifération des normes, des formulaires, etc. a toujours été mise en avant. Et une des origines de ça, pas un des premiers, mais un de ceux qui a contribué à faire valoir ça, on pense toujours aux humoristes, et c'est important, les ronds de cuir de Courteline, mais c'est aussi M. Larousse, l'auteur du dictionnaire, qui fait de magnifiques articles sur bureaucratie, fonctionnarisme, qui est un terme qu'il essaye de pousser, enfin voilà. M. Larousse est très anti-bureaucrate, et donc fonctionnarisme, on voit très bien que son problème, c'est que, dit-il, en France, tout le monde veut être fonctionnaire, alors que dans les pays bien fichus comme les États-Unis, pas du tout, les gens veulent faire des métiers normaux, comme avocat, médecin ou entrepreneur. Et donc là, vous voyez tout de suite, avec la fin de la phrase, qui est tout le monde pour M. Larousse. C'est le fils d'un jeune bourgeois parisien. C'est un jeune bourgeois parisien, le fils de ses amis. Et c'est ça qu'il déplore, c'est que l'ambition des enfants de ses amis, des enfants masculins de ses amis en plus, ce soit d'être sous-directeur de ministère et que ça passe au début par être gratte-papier de ministère jusqu'à pouvoir enfin avoir un fauteuil plus confortable. Et donc peut-être, je n'ai pas d'opinion sur quelle est la vocation légitime des jeunes bourgeois riches masculins parisiens du XIXe siècle, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque comme aujourd'hui, ils ne représentaient pas la majorité des fonctionnaires. Et au moment où Larousse écrit ça, dans les années 1860, en fait, on est en train d'avoir une première petite accélération du nombre de fonctionnaires en France, qui est principale. Alors il y avait déjà l'armée et les douaniers, mais l'accélération est principalement menée par les facteurs, les instituteurs et les institutrices, qui ne sont pas des bureaucrates et qui parcourent des kilomètres par jour pour les facteurs et ne sont pas trop assis pour les instituteurs et institutrices. Donc c'est cette histoire de parti pour le tout, on peut dire métonymie si on veut faire style, figure de style, qui nous poursuit depuis le départ. C'est-à-dire que le mot fonctionnaire, il est principalement associé à du personnel de bureau dans les ministères à Paris, et en plus plutôt relativement haut placé dans la hiérarchie. Et ces personnes-là qui sont critiquées quand on dit la paresse, la prolifération des normes, etc. Et c'est ces personnes-là qui sont critiquées quand on dit qu'il y a trop de fonctionnaires, ce qui est vraiment absurde parce qu'en termes de nombre,
que ce soit aujourd'hui ou au 19e siècle, c'est vraiment l'ultra-minorité. Peut-être pour poursuivre justement aujourd'hui ces agents de la fonction publique. Ce qui est montré, c'est que d'abord on a une très grande diversité de statuts, on a une très grande diversité de conditions de travail. Voilà, est-ce que tu pourrais revenir sur voilà, ce qui fait à la fois aujourd'hui la diversité, voire des tensions au sein même de différents statuts, corporations de la fonction publique, mais ce par quoi ils sont quand même tous impactés en termes de réforme et d'organisation. Ouais, c'est vraiment une chose qu'on a voulu faire dans ce livre qui était un peu présente dans le précédent, parce que moi j'ai fait un index métier dans le précédent pour qu'on puisse aller chercher des métiers. Et je sais qu'on parlait de beaucoup de métiers différents. Et là, on voulait peut-être encore plus montrer ça. Et on a été très étonnés et contente quand une personne du LIER, donc un groupe de hauts fonctionnaires écolos qui nous a invités aussi, nous a fait un rapport d'étonnement en s'excusant elle-même d'employer cette expression qui est vraiment typique cadre du public et du privé. Disant, oh là là, mais dans votre livre, j'ai découvert des tas de métiers de fonctionnaires, donc maintenant je me dis, bah oui, évidemment, c'est les fonctionnaires, mais notamment dont on m'a jamais parlé à Sciences Po quand je faisais des études pour être haut fonctionnaire. Là, on est vraiment ravis de faire découvrir à des gens qui, en gros, ont préparé l'ENA à Sciences Po, et donc qui ont eu des cours de droit de la fonction publique, au moins pour débutants, qu'est-ce qu'un fonctionnaire, etc. Et à qui manifestement on a toujours donné pour exemple des hauts fonctionnaires ou peut-être ce qui sont effectivement les gros bataillons de la fonction publique, du personnel soignant, des profs, de la police et l'armée. C'est les trois gros paquets de métiers, on va dire bien identifiables, qui sont les plus gros. Sauf qu'il y en a un quatrième, si on prend les choses qui font plus de 500 000 personnes en tout, donc à côté des forces de sécurité, de la santé, de l'éducation, il y a le personnel des communes. Et donc c'est toujours sur eux et elles que retombent les stéréotypes quand on ne sait pas où taper. C'était le cas dans la campagne présidentielle Pécresse 2022, mais c'est le cas dans le film Les Municipaux. Donc ils sont aussi beaucoup l'objet de stéréotypes sur l'inutilité, le clientélisme, peut-être c'est des copains du maire, la paresse, etc. Et en fait, ça fait partie des personnels qu'on voulait montrer dans leurs activités, qui sont les égoutiers, par exemple, dont on rappelle qu'ils vivent 20 ans de moins que la moyenne des hommes, les éboueurs, les ATSEM, donc les personnels auxiliaires des écoles maternelles, font partie de ces bataillons de personnels municipaux, ou ceux qu'on appelle dans les catégories statistiques les agents d'entretien, donc qui peuvent être à Paris des personnes très spécialisées, que serruriers, que plombiers chauffagistes par exemple, et qui dans beaucoup de communes vont s'occuper aussi bien des bâtiments que parfois aussi des parcs, des routes, si c'est des très petites communes. Donc on voulait montrer que les fonctionnaires c'est une grande diversité de métiers, et notamment pas que des métiers de diplômés, même si en moyenne les fonctionnaires sont plus diplômés que dans le privé, c'est pas le cas de tout le monde, pas que des métiers de bureau. Et puis là-dessus se greffe la diversité de statuts, donc même si on a mis fonctionnaire dans le titre, on insiste vraiment sur les différences entre contractuels et fonctionnaires. Même au sein des contractuels, en fait, il y a des vacataires payés à l'heure, il y a celles-là qui on pense souvent qui ont des contrats de 1 à 3 ans, et puis il y a les gens qui ont des contrats de contractuels de luxe, les contrats de durée indéterminée, créés pour des hauts fonctionnaires qui ont été créés en fait pour qu'ils puissent être mieux payés que des fonctionnaires, parce que sinon, je crois qu'à un moment Jean Castex était le fonctionnaire le mieux payé avant de devenir Premier ministre, mais il devait être à 15 000 balles, c'est vraiment ridicule pour un cadre du privé. Donc on a aussi une palette de contractuels assez variée, au point qu'à un moment on fait un petit jeu dont vous êtes le héros, pour essayer de se promener dans le donjon de la fonction publique et comprendre où sont enfermées les différentes catégories de fonctionnaires ou d'agents de la fonction publique. Donc cette diversité, elle fait qu'on n'est pas toujours conscient et consciente même de l'existence des autres agents publics, et puis elle peut créer des tensions dans les services. Alors, on évoque des cas où il y a une défense mutuelle, notamment en prenant le cas des personnels des centres médico-psychopédagogiques, et en soulignant que leurs secrétaires n'ont pas été concernés par les revalorisations salariales du Grenelle de la santé, parce que, en gros, pas suffisamment faisant de la santé. Comme si la personne qui donne les rendez-vous aux ados en souffrance dans un CMPP, elle ne contribuait pas aux soins. Donc là, on donne un exemple d'un entretien avec une médecin pédopsychiatre qui est parfaitement consciente de ça et qui ne veut pas qu'on casse son équipe en imposant ce qui serait des soignants et des non-soignants. Mais on évoque aussi, en passant,
des tensions qui peuvent exister entre fonctionnaires, et le fait que la haine des classes populaires contre les fonctionnaires, ça peut des fois se réfracter en haine des fonctionnaires dits de catégorie C, les moins diplômés, contre les fonctionnaires de catégorie A, soit que ce soit leur propre chef, soit vis-à-vis des fonctionnaires supposés super mieux payés, etc., ou ayant une vie plus confortable que pour être les profs vis-à-vis des ATSEM. J'ai été vraiment très impressionné justement par cet éclatement des statuts. Ça m'a fait immédiatement penser à l'école maternelle, par exemple. L'école maternelle en France, on pense à l'éducation nationale et on se rend compte que ça fait très longtemps qu'elle n'est plus nationale puisqu'elle juxtapose des professeurs des écoles qui sont effectivement partis de la fonction publique d'État, des ATSEM qui en général sont des agents municipaux, des personnels qui vont nettoyer l'école, qui éventuellement seront externalisés, des personnels qui dépendront de structures associatives qui s'occuperont des temps périscolaires, avec effectivement un éclatement du collectif et des rancœurs ou des mépris vis-à-vis les uns des autres. Ça, vous en avez été témoin dans les entretiens que vous avez menés, ces différentes haines, ou en tout cas envie, ou dépendance. Oui, jalousie, manque de reconnaissance. On fait état aussi de travaux universitaires qui existent, même si en petit nombre, mais je crois que c'était Yasmine Ciblot justement qui avait parlé de cette question ATSEM versus prof des écoles. Mais il y a quelques travaux de sociologues qui en parlent. Et nous, on l'a vu poindre aussi dans des... on n'en fait pas forcément état dans les entretiens qu'on cite là, mais c'était derrière notre tête, dans des discussions qu'on a eues avec des personnels de statut très variés autour du premier livre, où on était des fois invités par des personnels monostatut ou pas, où des gens pouvaient se parler devant nous. C'est clair qu'on a vu aussi les jalousies à double sens qui pouvaient exister entre contractuels et titulaires dans certains métiers, notamment les profs du secondaire ou du primaire aussi. Pour le primaire, il y a vraiment un enjeu de mobilité géographique particulièrement accentué, où les contractuels sont recrutés sur la promesse de rester dans leur département, ce qui est inatteignable pour les fonctionnaires. Mais les contractuels ont bien sûr beaucoup d'autres problèmes, au premier chef de ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc cette question des divisions qui sont à la fois créées par les politiques actuelles, mais qui pouvaient préexister. Notre objectif, c'est pas non plus de dire qu'il y a eu un âge d'or où tout le monde était content d'être fonctionnaire, où tout était parfait. On documente, c'est vrai, beaucoup les ravages du nouveau management public, mais on fait des excursus historiques, surtout dans le premier livre, pour dire attention, avant c'était pas le Pérou non plus. Par exemple, le phénomène des infirmières qui quittent l'hôpital public au bout de quelques années de carrière, il y avait déjà des enquêtes dessus dans les années 1960, personne ne comprenait pourquoi, etc. À un moment, ils ont demandé aux infirmières, elles ont dit problème de salaire, problème de conditions de travail. Et très probablement que les rapports hiérarchiques à l'hôpital, pour le coup, étaient vraiment pires, notamment entre médecins et infirmières, que ce qu'ils sont aujourd'hui, où ça se renvoie plus d'ailleurs entre infirmières et aides-soignantes à certains moments. Donc, derrière ces questions de mépris mutuel, il y a aussi quelque chose d'intrinsèque à la fonction publique sur les catégories ABC et la suprématie des diplômes. Mais ça ne veut pas dire, comme voulaient le faire nos deux ministres successifs en 2024 et en attendant le troisième, que supprimer les catégories ABC résoudrait ce problème ou revaloriserait les agents qui sont actuellement en catégorie C. Cela dit, le fait que des ministres aient pu vouloir emballer leurs mesures anti-statut sous on va supprimer ABC parce que les A oppriment les C, ça dit quand même aussi quelque chose de la manière dont ils peuvent jouer sur ces divisions. Mais donc ce qu'on essaie de montrer, c'est à la fois de ne pas être angélique par rapport à ces problèmes-là, de dire il faut les garder en tête politiquement et d'un point de vue de recherche, mais aussi quand même de montrer la souffrance commune à ces catégories qu'elles peuvent ignorer justement lorsqu'elles se jalousent ou se méprisent les unes les autres. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire dans nos deux livres, et ce qui a l'air de marcher assez bien avec les publics fonctionnaires, c'est que quand ils nous ont lus, les personnes nous disent toujours « j'ai rien appris sur mon métier, mais je me reconnais », donc on est content. Mais par contre, je ne me rendais pas compte à quel point c'était pareil dans les autres endroits. Donc en dehors de l'hôpital pour les soignants, chez les éboueurs pour les hauts fonctionnaires, voire chez les hauts fonctionnaires pour les éboueurs. Vous insistez beaucoup sur ce que
le travail fait au corps. Vous avez parlé des égoutiers, mais il y a des pages très impressionnantes sur des agents qui ont un rôle un peu de facteur. Et puis au-delà de la souffrance physique, il y a toute cette souffrance morale du service qui n'est pas rendu, ou qui n'est pas rendu tel qu'on voudrait le rendre. Ouais, ça fait partie de tout ce qu'on veut incarner pour sortir d'une évaluation des politiques publiques par l'indicateur. Et aussi, là, pour le coup, qu'on veut faire sentir au personnel qui manage, comme on dit maintenant, ces personnes-là, notamment sur cette histoire donc, de vaguemestres, c'est-à-dire les gens qui sont chargés de répartir le courrier entre les services. Là, c'est dans une grosse collectivité locale, donc effectivement un genre de facteur, hein, où c'est un véritable entretien qu'a eu Willy avec une responsable de collectivité, qui dit qu'elle a eu 2 cas où là, elle s'en veut à mort, elle a l'impression d'avoir tué les agents, d'agents et agentes, un homme et une femme, qu'elle critiquait pour leur lenteur à distribuer le courrier, leur propension à faire des pauses avec les collègues, à discuter, etc. Jusqu'à ce que les 2 partent, et le remplaçant du deuxième lui dise « j'y arrive pas, viens faire la tournée avec moi, tu comprendras ». Et où là, elle se rend compte en fait que c'est un simple cas de matériel totalement inadapté. Donc les matériels pour porter, pousser, mettre le courrier dans la voiture ou dans l'ascenseur sont pas du tout adaptés à la voiture ou à l'ascenseur. C'est vraiment impossible de les pousser, de les faire rentrer, c'est vraiment là physiquement brutal. Et donc la seule manière que les personnes ont de tenir, c'est d'aller lentement, multiplier les pauses, etc. Et à la fin, elles sont quand même en invalidité. Et là, c'est un peu un cas caricatural, mais c'est un cas qui est vrai, le jour où la chef passe une journée à comprendre le travail des gens en dessous, elle change radicalement son attitude. Donc ça, c'est un petit peu un message qu'on veut faire passer, avec des aspects physiques, parce qu'on lutte vraiment contre ce stéréotype que les fonctionnaires ne travaillent pas avec leur corps. Donc on veut multiplier les exemples de métiers qui sont corporellement atteints. Et puis en parlant de cette souffrance au travail qui est liée à la perte de sens et à la perte du sentiment de rendre service à l'usager, donc notamment pour les personnes qui sont au contact des usagers et usagères, ou qui sont empêchés d'y être. C'est-à-dire que là, dans le précédent livre, on documentait plus une souffrance dans les interactions, notamment lorsque ces interactions étaient minutées de plus en plus au guichet, soit au guichet physique vraiment avec l'hygiaphone, soit au guichet métaphorique de j'ai un rendez-vous. Donc ça, il y a de plus en plus de métiers, notamment du travail social et de l'accueil, où c'est 2 minutes jusqu'à 15 minutes, mais quelle que soit la complexité des cas. Et puis là, la nouveauté, c'est en fait la souffrance de la disparition du guichet. Et même de l'instruction de dire à la personne qui vient « je ne peux rien faire pour vous, allez sur le site web ». Alors donc j'ai vu une version particulièrement monstrueuse récemment qu'on m'a racontée par une personne qui l'a vécu et qui avait la carte sur elle, personne qui entretient les espaces verts dans une collectivité que je ne nommerai pas pour la protéger, qui avait instruction de ne plus répondre aux questions des usagers, parce que manifestement il y avait une bisbille, on coupait les arbres et les gens n'étaient pas d'accord, donc de ne répondre à aucune question des usagers, pas juste sur les arbres qu'on coupe, mais sur son chemin, etc. Et de montrer une carte avec un QR code à flasher, si vous avez une question sur les espaces verts, flashez ça. Et donc, en l'occurrence, c'est plutôt une personne pour qui le sens de son travail résidait dans la relation à la nature, mais elle était aussi empêchée de bien faire son travail avec les arbres et tout, parce qu'il y avait de l'externalisation à côté. Mais enfin, comme tous les agents et agentes qui sont sur la voie publique, comme les éboueurs, etc., une partie du travail, en fait, c'est juste aussi renseigner les gens sur tout et rien. Et il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça, parce qu'en fait, si on n'aime pas ça, on ne peut pas tenir dans ce travail. Et donc là, elle était vraiment, ses chefs lui donnaient l'instruction d'être impolie et agressive avec les usagers et d'arrêter de faire une partie du travail qui lui paraissait plutôt sympathique. Donc c'est un cas caricatural, mais je pense, enfin on en a entendu beaucoup en fait comme ça, et puis que même si pour beaucoup de personnes c'est moins absurde et moins dur, ça capture quelque chose de l'empêchement de bien faire son travail, qui est convoyé par des chefs de plus en plus bas dans la hiérarchie aux agents et agentes, sachant que les chefs peuvent aussi se sentir très gênés de convoyer ces consignes-là, mais ne pas savoir les tourner. Enfin, les chefs peuvent aussi se sentir très mal, en fait, par rapport à tout ça. Dans cette hiérarchie, entre guillemets, des fonctionnaires, un passage est consacré aux hauts fonctionnaires. Alors, moi, sur le terrain, quand même, il faut le reconnaître.
voilà, qui sont parfois les premiers à critiquer le reste de leurs collègues, à avoir des injonctions voilà, de reporting, d'autonomie, de responsabilité. Voilà, donc comment les caractériser aujourd'hui, ces hauts fonctionnaires? Est-ce qu'eux-mêmes se retrouvent pris dans des injonctions contradictoires? Est-ce qu'ils sont quelque part, et c'est un peu dur ce que je vais dire, mais parfois les premiers à trahir la cause de la fonction publique? Globalement, oui. C'est-à-dire que l'action globale de la haute fonction publique française depuis 30 ans, elle a eu pour conséquence de dégrader les services publics et de dégrader le sens au travail des fonctionnaires. Je veux dire, ça à peu près 2000... Ouais, voilà. Alors justement, comme dans l'autre livre, on disait déjà un peu ça, mais on délimitait pas ce qu'on a appelé la très haute fonction publique. Là, du coup, on a essayé de faire vraiment une présentation de la haute fonction publique pour les nuls, et en fait, on s'est aperçu que c'est pas si simple d'avoir ce type d'infos. Et de dire, voilà, Total Énergie plus Polytechnicien, c'est plutôt quelque chose comme 12 000 personnes, je crois. Mais en fait, les postes vraiment décisionnaires, super convoités, etc., c'est plutôt 2000. Donc, on part de ces 2000-là qui ont vraiment une culpabilité évidente dans les évolutions depuis une trentaine d'années. Je voudrais illustrer un peu, parce que moi j'ai été frappé par ces mots qui sont en fait très durs. Donc je cite, c'est page 207, où vous posez la question de savoir justement si ces très hauts fonctionnaires sont coupables, et vous écrivez, en ce sens oui, atteindre les sommets souille et corrompt, altère les actes et les conduites. Tous ne sont pas pourris, en tout cas pas au même degré d'altération de leur intégrité. Il reste que même les plus résistants, même celles et ceux qui, parmi les hauts fonctionnaires, n'appartiennent pas à la noblesse managériale, sont sommés de se plier à l'impératif managérial qui structure leur mission et régit leur carrière. Donc, je fais écho à ce que disait Carole tout à l'heure sur la trahison des élites. On a vraiment l'impression d'une caste qui, finalement, on parlait de haine de soi tout à l'heure. Il y a maintenant quelques dizaines d'années, il y a un sociologue qui s'appelle Alain Ehrenberg qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait La fatigue d'être soi. On a l'impression d'une caste de très hauts fonctionnaires qui, finalement, porte la honte d'être au service du public. Et donc se donne comme mission de convertir leurs troupes à l'idéal managérial privé. Tout à fait. Et ça, donc ceux qui sont tout en haut, en fait, je pense qu'ils se sentent pas fonctionnaires, mais ouais, ils ont un petit peu honte, et dès qu'ils peuvent, ils partent. Enfin, le cas caricatural qui a été très bien révélé par Mediapart, c'est le numéro 2 de la Caisse des dépôts et consignations, donc banque publique qui joue encore un rôle très important, qui a démissionné ce printemps de la fonction publique pour reprendre exactement le même poste où il était déjà, sur un contrat de droit privé, sur un contrat à durée indéterminée, donc pour gagner plus d'argent. Mais je pense qu'en plus, symboliquement, ça lui permet de se libérer du stigmate d'être fonctionnaire. Donc là, on a vraiment cette haine du statut par ceux qui en sont les purs produits, qui est particulièrement frappante. Et effectivement, on les décrit comme coupables et on poursuit une enquête commencée dans le premier livre où on le présentait vraiment comme une enquête policière et on disait dès l'introduction, en hommage à Manuel Valls, qu'il faut les comprendre pour expliquer leurs actes, il faut essayer de les comprendre, de se mettre dans leur tête comme on ferait avec des petits dealers de quartier. Voilà, sauf que leurs crimes sont plus grands. Et donc c'est aussi une démarche qui se veut empathique, en fait, qui est notamment fondée sur les travaux de terrain de Julie Gervais, qui a fait de nombreux entretiens avec des très hauts fonctionnaires et des consultants, aussi pour comprendre le recours au cabinet de conseil, mais qui a vraiment fait tous ses principaux travaux de recherche, en commençant par la formation des polytechniciens à l'école des ponts et chaussées dans ces milieux-là. Donc bizarrement, on a beaucoup d'empathie, en fait, pour ces personnes. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils font ces crimes. Parce qu'il y en a une partie qui, depuis tout petit, veulent détruire la fonction publique, mais c'est vraiment une micro-minorité dans chaque génération. Et donc, ce qu'on montre, c'est tout simplement la socialisation, comme aiment à dire les sociologues, c'est-à-dire comment on les formate dans les écoles, mais aussi dans les premières années de carrière, où on observe d'ailleurs de plus en plus, y compris à la sortie de l'ENA, des gens qui partent parce qu'ils ne supportent pas ça.
Alors, vous parlez du passage de la noblesse d'État à la noblesse sans l'État, ou à la noblesse managériale publique-privée, comme vous l'avez appelé dans la valeur du service public. Alors, vous parlez d'empathie, mais il y a des moments qui sont assez effrayants, où vous montrez à quel point ces très hauts fonctionnaires refusent de se confronter au terrain. En ce sens, celui qui va aller visiter l'état d'une prison, je crois que c'est à Beauvais, on l'accuse de stockholmisation, enfin on lui dit qu'il va être victime du syndrome de Stockholm. Une fois qu'il aura vu l'état de la prison, il ne pourra plus travailler, parce que pour bien travailler, évidemment, il faut être capable d'oublier toute empathie vis-à-vis du terrain. Oui, c'est une sorte de culte de l'abstraction qui est complètement revendiqué. Et là, c'est une anecdote qui nous a vraiment frappé, qui nous a été rapportée par cette personne qui était un ancien de la direction du budget peu après la sortie du premier livre, et que du coup on a remis en conclusion du second, parce que c'était tellement une illustration de ce qu'on racontait. Et donc comme il travaillait à la direction du budget au ministère des Finances, son travail c'était de couper les budgets des autres ministères. Donc le ministère de la Justice, c'est un peu malin, il avait invité à visiter une prison délabrée pour le faire hésiter. Et ses collègues, comprenant parfaitement la manœuvre, ont dit « tu vas te faire stockholmiser ». Donc ça revient aussi à assimiler, alors on ne sait pas bien si c'est les ministères dits dépensiers, voire les surveillants et les prisonniers qui sont les terroristes dans l'histoire. Mais en tout cas, c'est assez violent. Et puis on voit cette idée qu'ils savent très bien que s'ils allaient sur le terrain, ils ne pourraient pas continuer à faire ce qu'ils disaient être le cœur de son activité, c'est que les tableaux Excel bouclent. Donc un niveau maximum d'abstraction pour éviter de se poser la question de ce qu'on fait vraiment. Et en fait, c'est des gens qui sont élevés dans le culte de l'abstraction, ce qui est bien logique pour des élites scolaires françaises. On a toujours mis la philosophie et les maths au-dessus de tout, et ça a quelques inconvénients. Mais il y avait un moment, c'est ce que Bourdieu décrivait dans La noblesse d'État, où cet amour de l'abstraction, de la philosophie et des maths allait avec une rhétorique de l'intérêt général tout aussi abstrait, qui parfois, j'ai envie de dire sur un malentendu, mais se rejoignait quand même. Finissait par produire des choses positives pour les gens, sans que ces personnes ne soient déjà jamais allées sur le terrain, pareil. Mais on peut historiquement expliquer ça. Là, le problème, c'est que ces hauts fonctionnaires font fonctionner cette abstraction uniquement au service de l'équilibre budgétaire, voire d'une idéologie de la rentabilité qui, pour des services publics, n'a juste aucun sens. Et par ailleurs, ne sont pas contrés par une classe politique qui a largement la même formation, les mêmes origines scolaires et professionnelles, et la même idéologie. Parce que, à la rigueur, si demain le nouveau Front populaire arrive au pouvoir, ça va être compliqué, mais il peut y avoir un contrepoint à cette manière de penser des budgétaires de Bercy. Là, en plus, on a eu des gouvernements depuis 30 ans, et donc de gauche, dits de gauche également, qui partageaient cette même manière de penser ultra abstraite, et mettant la rentabilité devant avec cette espèce d'idée tout à fait absurde, selon laquelle si tout est rentable et toutes les dettes sont remboursées, à un moment on aura un gros tas d'or et là on pourra commencer à dépenser pour les services publics. Ce qui évidemment n'est jamais arrivé historiquement. Hein. Quand on a commencé à dépenser pour les services publics, il n'y avait pas de gros tas d'or, notamment après 1945, quand on fait la sécurité sociale, le statut des fonctionnaires, il n'y a vraiment pas de gros tas d'or. Alors il y a une question idéologique. Par exemple, sur la mise en place du New Public Management, où l'État, au lieu de faire, cherche plutôt à organiser, vous montrez aussi comment progressivement les très hauts fonctionnaires, plutôt que de se sublimer par le pouvoir qu'ils exercent au service de l'État, cherchent à faire de l'argent, en tout cas se faire adouber par le privé. Mais j'ai l'impression qu'au-delà de cette question idéologique, ce que vous montrez également, c'est quelque chose qui ressemble à une sécession de classe. Et ça, c'est très impressionnant parce que finalement, les grands corps qui ont été réformés juste après-guerre, en particulier avec la création de l'ENA, l'ENA avait été pensée pour changer ça. Donc ça avait été au départ pensé par Jean Zay et par Michel Debré quand il était encore au Conseil d'État avant-guerre, parce qu'à l'époque, et donc ça c'est un texte que j'ai retrouvé d'Antoine Prost sur
la première réforme, les tentatives de réforme de l'inspection des finances, où il explique que c'était réservé vraiment à une élite bourgeoise. Il explique que là, tous les candidats qui n'appartenaient pas à la haute bourgeoisie parisienne étaient délibérément exclus, comme l'attestait la tenue exigée, donc jusqu'en 1936. L'écrit du concours de l'inspection des finances, puis l'oral, se passaient en habit dans la salle à manger du ministre. Donc c'était vraiment particulièrement étroit comme recrutement, et donc l'ENA proposait un concours méritocratique et accessible à tous, et on a l'impression d'une véritable refermeture de ce recrutement républicain. Oui, qui est à la fois lié au caractère de plus en plus inégalitaire du système des grandes écoles, et des prépas derrière, qui est de plus en plus, vous l'aviez évoqué avec Pierre Ouzoulias, mais surdoté financièrement et surséparé socialement. Ça n'a jamais été incroyable, mais la ségrégation sociale s'est réaggravée ces dernières décennies dans les grandes écoles françaises. Et puis j'ajouterais que donc, si des personnes moins conformes dans leurs origines sociales ou dans leurs croyances, dans leurs convictions politiques s'infiltrent quand même à l'ENA ces dernières années, souvent ils et elles vont être découragés par ce qui se passe juste après. Hein, et c'est cet éloignement du terrain qui est entretenu en gros par des carrières qui sont de plus en plus surmobiles, ce qui a toujours été le cas pour la crème de l'ENA, genre les 10 premiers, et qui était moins le cas déjà pour les autres de l'ENA, et qui n'était pas du tout le cas par exemple pour les gens qui avaient fait les écoles de direction d'hôpitaux, les écoles de la Sécu, etc., qui faisaient leur carrière dans un même secteur, donc à moins d'être complètement bornés au-dessus, finissaient par s'intéresser à ce qui se passait dans leur secteur, s'intéresser à ce qui se passait en dessous, contrairement à ce qu'on disait juste avant. Là, ces dernières années, les énarques un peu différents, en fait, vont avoir tendance à partir ou à se conformer, parce que la belle carrière, c'est rester 2-3 ans dans un truc et partir faire un truc qui n'a vraiment rien à voir. Donc le seul moyen de le faire, c'est de rester dans les tableaux Excel, de ne pas s'intéresser à ce qui se passe avec les agents en dessous, etc. Donc on a eu ce qu'il y avait d'un peu démocratique à un moment dans le projet de l'ENA a un peu disparu. Néanmoins, c'est ce qu'on essaye de montrer, c'est que la réforme en cours de l'INSP et la suppression du classement de sortie, des grands corps, etc., ça peut nous faire revenir exactement à ce que racontait Antoine Pro, au recrutement pré-1945, où les gens ne sont pris qu'à Sciences Po, qui est une école privée de la très haute bourgeoisie parisienne, et à l'intérieur de Sciences Po, c'est pas les 50 premiers en termes de notes, ce qui est pas parfait comme indicateur, mais toujours un peu plus ouvert, c'est ceux qui ont le bon costume, les bonnes relations, qui dînent chez les ambassadeurs ou chez les inspecteurs des finances, selon. Et c'est vraiment l'esprit des réformes actuelles, en fait. Par exemple, le classement de sortie, c'est très bizarre. C'est assez arbitraire, on ne sait pas bien comment sortir une note, etc. Mais dans le classement de sortie, parfois, assez souvent, je pense ces dernières années, la première est une femme. Parfois, la première pourrait être une femme racisée. S'il n'y a plus de classement de sortie, il y a juste un certain nombre de gens qui sortent de l'équivalent de l'ENA, et c'est les services qui les recrutent. Qu'est-ce qui va se passer? Partout comme ailleurs, les mêmes discriminations, en fait. Et qui ne sont pas forcément des discriminations conscientes de la part de chefs qui seraient racistes ou sexistes, mais c'est abondamment montré, y compris si moi je recrute, je vais avoir tendance à recruter des gens un peu comme moi, ou des gens un peu comme ces dominants dans mon métier. Donc malgré tout, ces classements méritocratiques, ces concours, etc., dont après on peut essayer d'améliorer les formes pour qu'ils ne refassent pas de la reproduction sociale d'une autre manière, c'est un rempart contre ce recrutement juste par cooptation qui va prendre des gens qui savent bien s'habiller, bien parler et ainsi de suite, qui était vraiment ce qui existait avant l'ENA. Pour peut-être finir sur ces transformations de la haute fonction publique, mais je pense qu'on est certains d'entre nous à le consulter, c'est l'arrivée vraiment massive des cabinets de consultants, des conseils extérieurs, qui ont un rôle majeur dans la prise de décision. Enfin, là, il y a quand même quelque chose pas d'une faillite intellectuelle, mais en tout cas, on a un député qui parle de manque d'imagination des politiques en ce moment. Je pense qu'on pourrait peut-être l'appliquer aussi dans d'autres secteurs, mais c'est vraiment massif. Voilà, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans la majorité des grandes administrations, est pleinement intégré. Le pouvoir est ailleurs.
Ouais, et on voulait vraiment insister là-dessus. En plus, c'est vraiment l'objet du travail de terrain de Julie, donc on a des éléments de première main. Pour sortir aussi de deux stéréotypes qui existent là-dessus. Alors, il y a celui des gens qui le défendent, qui est ce serait un regard extérieur ou de meilleure qualité. Il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent qu'un consultant, ça réfléchit tellement mieux qu'un sociologue qu'on peut le payer 100 fois plus parce qu'il réfléchit 100 fois mieux, donc là non. Mais c'est assez facile à réfuter en fait, parce que même dans les cabinets de conseil, il y a des gens qui ont des thèses en sociologie. C'est-à-dire que globalement, les personnes des cabinets de conseil sont formées exactement dans les mêmes endroits que les personnes de l'État qu'elles remplacent, qui, grosso modo, si on est des personnes de l'État qui sont apportées de faire des rapports, ça va être les personnes dans la recherche et l'enseignement supérieur, dans les corps d'inspection, à France Stratégie, ce genre d'endroits. Les personnes des cabinets de conseil sont formées exactement dans les mêmes grandes écoles. Sciences Po, quelques écoles de commerce, etc. Donc il n'y a pas de raison qu'ils pensent mieux, il n'y a pas non plus de raison qu'ils pensent différemment. Le truc du regard extérieur. D'ailleurs, il y a des gens de cabinets de conseil qui étaient dans l'état 2 minutes avant ou qui seront 2 minutes après. L'autre idée reçue qui est qu'en partie vraie, et ça c'est chouette que l'enquête de Julie le montre, c'est que ce soit une question de forme. On entend beaucoup les consultants, ils savent faire des plus beaux PowerPoint. Alors des fois c'est vrai, ça peut jouer en partie. Ce qu'elle montre, c'est que notamment quand on a recours aux plus gros cabinets de conseil, ils ont aussi un avantage de rapidité qui peut aller jusqu'à pour le lendemain, dans des cas extrêmes, parce qu'un peu c'est un argument de forme. Mais fondamentalement, les deux raisons qu'on met en avant, je pense qu'elles sont trop peu discutées. Et plus généralement, ça permet de revenir à pourquoi on a des fonctionnaires en général en fait. Il y a la question de la fongibilité asymétrique qu'on n'avait pas osé évoquer dans le premier livre parce que les termes font peur. Et moi, ce qui m'a débloqué, c'est qu'il y a un sketch de Walidia là-dessus, qu'on cite du coup dûment en note de bas de page, qui s'appelle McKinsey et les nazis, donc qui est facile à googler, et où il explique la fongibilité asymétrique. Donc la fongibilité asymétrique qui s'est imposée depuis la loi organique sur les lois de finances tout en n'étant pas vraiment dedans. En fait, c'est un peu une construction coutumière du ministère des Finances, mais qui dit quelque chose que, du coup, je dis oralement, j'ai pas osé l'écrire comme ça, mais sur un vrai exemple de fac, si vous devez choisir entre embaucher des vacataires pour faire des cours ou chauffer les amphis, vous pouvez transformer les profs en chaleur, et vous ne pouvez pas transformer la chaleur en prof. C'est-à-dire que si vous aviez de l'argent qui servait à payer du personnel sur un statut public même contractuel, vous pouvez décider de plutôt payer des entreprises. Alors si c'est pour acheter de l'électricité, c'est une chose, mais revenons à notre cas des consultants, si vous payiez précédemment des fonctionnaires pour faire des rapports, vous avez le droit de plutôt payer McKinsey pour faire des rapports, même si c'est plus cher. En revanche, si précédemment vous achetiez des prestations à des entreprises ou de l'électricité, etc., vous n'êtes pas en droit de transformer ça en payer des personnes. Vous avez ce qu'on appelle un plafond d'emploi, un nombre de personnes que vous pouvez prendre en fonctionnaire ou en contractuel. Et ça, c'est dans une loi organique. Donc ça, c'est très très embêtant si la gauche revient au pouvoir, parce que ça va être un peu plus compliqué à changer qu'une simple loi. Et c'est vraiment un obstacle, notamment pour les collectivités locales qui veulent faire des politiques de gauche et qu'on oblige à externaliser, même si ça coûte plus cher. Et le cas des consultants est vraiment un exemple emblématique du fait que ça coûte parfois 100 ou 1000 fois plus cher que de le faire en interne. Mais la fongibilité asymétrique est une des raisons pour lesquelles parfois on est obligé de le faire même quand on n'aurait pas envie. Et l'autre raison, c'est la docilité. Et donc là, contrairement à l'idée du regard extérieur apporté par les consultants, on a une citation qui, je crois, ne vient même pas de l'enquête de Julie, mais de l'enquête parlementaire sur McKinsey, qui dit, bah oui, mais en fait, quand les donneurs d'ordre nous demandent de dire un truc, on dit le truc, parce qu'on veut avoir le contrat suivant. Et ça, je pense, quand on l'explique, en fait, tout le monde le comprend assez bien. Mais il faut prendre le temps d'expliquer ça, parce qu'il y a ce mythe du regard externe, de dire bah oui, mais en fait si c'est un regard externe qui veut te ravoir comme client la fois d'après, il va répondre oui à la question. Alors que si on demande à des fonctionnaires en interne, alors il y a des gens aussi qui font du lèche-botisme, mais l'idée c'est que le statut de la fonction publique donne des garanties d'indépendance. Et donc normalement, si on demande à quelqu'un du CNRS ou à quelqu'un de telle ou telle inspection ministérielle, si on pose une question, la personne va essayer de répondre au mieux de ses capacités, même si ça ne fait pas plaisir au chef. Parfois non, parce que les gens sont des humains, mais le statut nous donne des garanties en ce sens.
Et donc ça, c'est quand même une des raisons majeures d'avoir des fonctionnaires qui est juste jamais discuté maintenant, c'est les différentes garanties du statut en termes d'indépendance, ou tout ce qui peut aller avec le fait d'être fonctionnaire assermenté, là nous on n'est pas directement concernés, mais le fait que les facteurs, quand ils étaient fonctionnaires, n'étaient pas censés ouvrir le courrier et dire à tout le monde que vous aviez un abonnement à une revue porno anarchiste ou autre chose. Si c'est un point à la poste chez un commerce, il n'y a pas la même garantie. Les personnels titulaires de l'Office national des forêts peuvent verbaliser des propriétaires de forêts privées qui ne débroussaillent pas, ce qui est une des causes des incendies dans les Landes. Mais l'ONF a été victime de parmi les coupes de personnel les plus fortes de toute la fonction publique, ce qui est vraiment super du point de vue de l'écologie. Donc il y a surtout des contractuels à l'ONF, et les contractuels ne peuvent pas verbaliser. Donc il y a tout un ensemble de conséquences là avec le statut, ou d'une façon paradoxale, et je pense que ça vaut vraiment la peine de l'expliquer parce que plein de fonctionnaires ne sont pas au courant en fait. Et puis les gens qui ne sont pas fonctionnaires n'ont pas de raison de se dire ça. Être fonctionnaire, c'est pas être aux ordres en fait. Au contraire, le statut nous donne des garanties d'indépendance, nous donne même l'obligation de désobéir aux ordres s'ils sont contraires à l'intérêt général. Évidemment, beaucoup de groupes, notamment le collectif Nos Services Publics, sont allés revoir ça de plus près quand on croyait à une victoire imminente du RN. Et en fait, contrairement à ce que nous disent volontiers les chefs dans certaines parties de la fonction publique, le devoir de réserve des fonctionnaires les oblige à ne pas dire, par exemple, Macron est un con, c'est une citation, mais ne nous interdit pas de dire, par exemple, désolé madame, le service s'est dégradé parce que nous sommes en sous-effectif. Le devoir de réserve permet totalement de dire ça. Et nous avons des règles d'indépendance dont il y a des raisons d'être fiers et qui nous donnent des avantages par rapport aux consultants. Alors en termes de perspective politique, si on a envie de faire revivre une fonction publique au service du public, dans ce que vous décrivez, en particulier ce mouvement d'externalisation par le haut et par le bas, parce qu'on a à la fois McKinsey, mais on a aussi toutes les tâches de ménage ou de gardiennage qui vont systématiquement externaliser. On a l'impression d'être otage, pour le coup, de cette idéologie du New Public Management. Et donc c'est peut-être le premier point sur lequel il faudrait se battre. Est-ce que, au niveau de la... D'abord, est-ce que cette idéologie, vous la sentez déclinée et est-ce qu'au niveau de la formation interne même à la fonction publique, donc je parle de toutes les écoles, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être à faire de ce côté-là? Alors, c'est compliqué, on en parle un tout petit peu à l'automne dernier, il y a un an. On avait été confrontés à pas mal de gens, des journalistes, des députés macronistes, qui nous disaient « Ah, le New Public Management, c'est vraiment pas bien, heureusement que c'est fini. » Et nous, on était là, on n'a quand même pas beaucoup d'indices que c'est fini. Donc il y avait, je pense notamment chez des élus qui entendent quand même les remontées de leur population et qui ne peuvent pas s'en isoler aussi facilement que s'ils travaillent à Bercy. Un constat dans une partie de leur cerveau que ça va pas, qu'il y avait des effets pervers pour le moins. Donc, la solution c'est souvent de dire verbalement on fait plus ça. La question c'est est-ce que en fait l'idéologie n'est pas toujours là? Et même si l'idéologie n'était plus là, il y a des blocages qui sont dans la loi. Cette histoire de fongibilité asymétrique, c'est vraiment l'idéologie mise dans la comptabilité. Et donc ces mêmes députés macronistes qui nous disaient oui quand même c'est vraiment pas bien, je les ai pas vus beaucoup plaider pour la fin de la fongibilité asymétrique. Donc il y a je pense une forme de prise de conscience de la violence des relations au guichet ou à l'absence de guichet qui remonte chez les élus maires mais aussi députés via leur permanence. Je pense qu'on n'est pas sorti de ouais mais quand même le privé c'est plus efficace. Et que la version légèrement plus gentille, ça va être par exemple de déléguer à une association plutôt qu'à une entreprise à but lucratif. Mais on reste sur l'idée qu'on ne peut pas faire en interne, on ne saurait pas faire en interne, ou alors ce serait trop cher, ou alors ce serait pas... On ne sait pas pourquoi en fait. On ne sait pas pourquoi la même personne, du moment où elle devient fonctionnaire, elle est nulle. Hein. Donc c'est vraiment de l'ordre de l'idéologie. Ça, je pense que notamment sur l'externalisation, ça demeure très fortement. En particulier parce qu'une brique de cette idéologie, c'est la notion de cœur de métier, qui existe aussi en entreprise, hein, d'ailleurs dans le cadre de la financiarisation. Et c'est l'idée qu'on va externaliser tout ce qui n'est pas le cœur de métier. Donc par exemple, le cœur de métier de Nike, c'est la marque, la fabrication, on peut l'externaliser.
Et donc le cœur de métier de l'hôpital, c'est soigner, donc on peut externaliser le bio-nettoyage, alors qu'en fait, il a des enjeux sanitaires importants, en dehors de tous les autres problèmes avec l'externalisation. Et donc ça, je pense que vraiment, c'est rentré justement dans ces écoles de formation depuis tellement longtemps qu'on n'en est pas au moment où ça se retourne. Après, j'ai un tout petit peu d'espoir sur voilà, qui est très située, hein, parce qu'on a observé la médiatisation croissante de nos sujets, parce qu'on est appelé par les médias comme spécialistes services publics en général, ce qui fait que les médias cherchent des spécialistes services publics en général, ce qui n'existait pas avant. Il n'y en avait pas, ils n'en cherchaient pas. Bon, ça c'est mon petit point de vue. Et que ça fasse vendre des livres, je m'en fiche, mais ça veut dire que peut-être il y a une préoccupation. Mais on est au tout début. Et tu parlais de la forme très hybride des livres au tout début. Nous, on a été très surpris et surprises de voir qu'ils servent à de l'enseignement dans des écoles de formation de fonctionnaires. Alors ça peut être plus en master médico-social qu'à l'ENA, mais en fait, c'est aussi à l'ENA. Enfin là, il y a des membres du jury d'ENA qui nous ont dit qu'ils ont de l'INSP, qu'ils ont beaucoup aimé, qu'ils allaient peut-être poser des questions dessus. Donc on ne sait pas trop, mais en tout cas, tu as raison, c'est que la clé est là, en fait. C'est est-ce qu'on peut changer un peu les formations. Et on a des alliés quand même, alors c'est pas dans les endroits les plus centraux pour l'instant, ça va être dans les instituts de formation à l'administration générale à la fac, ça va être au CNFPT, donc qui s'occupe de quand même la formation de l'ensemble de la fonction publique territoriale, ce qui est très très grand. On sait qu'il y a des gens qui nous lisent, qui s'intéressent, ou qui même avant de nous lire pensaient un peu le même genre de choses, mais ça reste ultra minorité. Et je pense qu'on attendait vraiment, et qui s'est un tout petit peu produit cette année quand même avec le nouveau Front populaire, c'est aussi un portage politique de la question générale des services publics et des fonctionnaires. Parce que bien sûr, la gauche de gauche a toujours dit des choses sur la santé, sur l'éducation, même sur la police, etc. Mais elle disait plus grand-chose de ce qu'on entendait nous sur les services publics ou les fonctionnaires en général de façon transversale. Et c'était un des espoirs du premier livre qui est sorti en 2021, que ça apparaisse un petit peu dans la campagne 2022, pas du tout, enfin, pas en lien avec notre livre, mais pas en général non plus. Et là, on a eu l'impression quand même dans le programme du Front populaire que c'était assez en avant et que le choix de Lucie Castet n'est pas tout à fait un hasard, vu que c'est surtout ça qu'elle symbolise. Alors il y a plein d'autres raisons pourquoi c'est arrivé à elle, mais manifestement le fait de symboliser quelque chose de différent, une haute fonction publique qui ne poursuive pas ses erreurs, a joué en sa faveur, alors que ça aurait été au mieux indifférent il y a 3 ans. Donc qui a besoin d'un portage politique vraiment important, parce que là, on est sur quelque chose qui s'est institutionnalisé au sens technique du terme, c'est-à-dire qu'on a plusieurs générations de chefs, au moins 2 générations de chefs maintenant dans la fonction publique qui ont appris à penser comme ça, puisque c'est une pensée qui est hégémonique dans les écoles de formation depuis 2000 pour fixer les idées, quoi. Donc là, les gens qui ont commencé leur formation en 2000, ils sont presque en fin de carrière en fait. Et il y a la deuxième génération après. Donc on a quelque chose de lourd. Après, on pense vraiment, on espère, peut-être qu'on est obligé d'espérer ça, et que si on sort de cette abstraction et si on met les gens 2 minutes sur le terrain, ça ne marchera pas pour tout le monde, mais il y en a un certain nombre qui peuvent être sensibles à ça et envisager d'autres réflexes en fait, puisque c'est ça, hein, c'est leur enlever des réflexes super ancrés. Cette hégémonie que vous décrivez, est-ce que vous parlez beaucoup des ravages de la dématérialisation et donc de la disparition du contact direct avec l'usager. Est-ce que vous avez l'impression que dans la, disons, haute hiérarchie de la fonction publique, il commence à y avoir une prise de conscience des risques de cette perte de contact humain avec l'usager, ou alors est-ce que vous voulez penser plutôt enclin à se précipiter vers la data et la gestion par l'intelligence artificielle pour résoudre tous les problèmes? Carole me disait en off qu'elle avait des interactions avec, et c'est pas un hasard hein, que la transformation de l'administration et le numérique s'est mis avec les mêmes gens. Nous, on a vraiment des retours de la violence de la dématérialisation par tous les niveaux de personnes qui sont en contact avec les usagers. Et notamment, moi je trouve qu'une des meilleures sources d'informations là-dessus, c'est le dossier permanent de la Gazette des communes sur le sujet. Et les journalistes de la Gazette des communes sont complètement au taquet là-dessus. Pendant longtemps, il n'y avait pas de recherche. Et les meilleures choses qu'on pouvait trouver, c'était la Défenseure des droits, bien évidemment, qui fait des rapports essentiels, et les dossiers de la Gazette des communes. Donc,
On peut se dire que du coup l'encadrement intermédiaire des communes, ils sont bien au courant du problème, soit par les usagers directement, soit par la Gazette. Donc jusqu'à un certain point dans la fonction publique, il y a plein de gens qui vont dire c'est le principal problème depuis 3 ans. Et au-dessus de ce point, il y a plein de gens qui vont dire c'est la principale solution. Et je pense que ça n'a pas changé et que ça s'aggrave parce qu'il y a le délire sur l'IA qui est plus un slogan qu'autre chose pour l'instant, mais qui ajoute à la solution à tout et numérique. Et notamment entre les 2 livres, on a eu un nombre d'anecdotes sur les startups numériques, des startups d'État absolument déprimantes. Alors après, à chaque fois, c'est pas des grosses sommes d'argent, mais il y a quand même à chaque fois des dizaines de milliers d'euros qui sont mis sur une startup qui va faire quelque chose d'inutile, voire de néfaste. Ça, c'est notamment donc toujours le syndicat de la magistrature du 93 mettait en regard, alors elles sont mignonnes, elles parlent pas du manque de moyens de la justice, elles parlent du manque de moyens de la police judiciaire. Donc elle disait, la police judiciaire du 93, ils ont dû s'acheter un disque dur externe pour le travail parce qu'ils en avaient marre de ne pas le recevoir, donc ils se sont cotisés. Et dans le même temps, il y a une start-up d'État qui travaille avec les personnes chargées de l'application des peines et du suivi des détenus sortants. Donc ils ont fait une interview de 10 minutes en gros avec les personnels fonctionnaires spécialisés. Ils ont compris que le problème c'est que les anciens détenus ne se rendaient pas toujours au rendez-vous. Et donc ils ont développé une application qui est fondamentalement une application d'agenda. Voilà. Donc c'est juste quelques dizaines de milliers d'euros, mais en fait avec juste quelques dizaines de milliers d'euros, je sais pas, on peut avoir un personnel de plus fonctionnaire qui peut faire des choses. Donc il y a vraiment ce solutionnisme numérique fait partie de l'amour de l'abstraction de la haute fonction publique et de si on peut avoir des solutions sans aller sur le terrain, voire qui nous éloignent du terrain, c'est mieux. Et va en plus avec une externalisation, puisqu'on n'a pratiquement pas d'informaticiens au sens praticien dans l'État. Donc, ce qui fait que pratiquement toutes les applications d'État et les interfaces sont externalisées avec les résultats qu'on connaît en termes d'ergonomie. Peut-être pour reboucler, comme le premier livre a été écrit à l'initiative de la CGT, est-ce que vous avez eu des retours et comment les syndicalistes de toutes obédiences ont réussi ou ont pu s'emparer de ces 2 ouvrages? Alors après, on ne sait pas tout, hein, mais on a eu le plaisir de donner des formations syndicales et y compris des formations intersyndicales. Alors, on n'a pas été appelé par la CFDT, mais on ne désespère pas. Mais avec aussi bien la CGT que la FSU, solidaires ensemble ou séparément. Et avec vraiment ce plaisir de discuter entre métiers, soit eux ils avaient aussi convié entre métiers, soit on avait un métier et ils étaient contents de savoir ce qui se passait ailleurs. Après, de temps en temps, étant conviés par des politiques, par exemple, on a pu voir que c'était pas forcément simple quand Clémentine Autain, pour parler de service public à l'Assemblée nationale, nous avait conviés, avait convié des collectifs comme le service public. Et puis, dans la grosse réunion publique, elle n'avait pas convié les syndicats parce qu'elle les avait vus avant. Et que ça reste compliqué, en fait, la question de qui a le droit de parler de ces questions-là, mais à bon droit. Hein. Donc, nous, ce qu'on dit, et là, je ne sais pas à quel point les syndicats ont le temps de le faire aussi avec tout ce qu'ils doivent faire déjà pour réagir aux attaques, c'est qu'il y aurait quand même une grande importance à faire des réunions syndicats usagers. Alors les usagers, on ne sait pas comment on les attrape, hein, donc c'est facile à dire, mais du coup dans un premier temps associations, parce qu'il y a des associations soit territoriales, qui du coup sont une bonne approximation, voilà, si c'est une association de quartier, de communes, etc., de les usagers en général. Il y a des associations d'usagers de certains services publics qui existent, comme les parents d'élèves. Donc l'idée de dire n'ayez pas peur les uns des autres, mettez-vous ensemble et expliquez notamment pourquoi le service il est pourri et que c'est la faute des réformes qu'on vous met dessus et pas votre faute à vous. Et qui n'est pas très dans la culture alors des syndicats je pense plus, mais des fonctionnaires hein, où il y a vraiment cette trouille de sortir du devoir de réserve si on parle aux usagers de ce qui se passe pas bien, qui est ultra répandue. Donc on espère vraiment, je pense que ça reste notre public rêvé numéro 1, même si là ils n'ont pas préfinancé l'ouvrage, que les syndicats s'en saisissent pour, aussi pour exprimer qu'ils ont la haine peut-être, et pour peut-être confronter ces haines ressenties par les fonctionnaires et par les usagers et se parler quoi. Merci beaucoup Claire pour conclure cet échange.
on va finir quand même sur une note positive, et tu en as. On sait aussi qu'il y a une très forte reconnaissance dans certains moments clés du travail des fonctionnaires. En tout cas, tout l'intérêt de ce livre, c'est, je pense, de lever, tu viens d'identifier des blocages, des incompréhensions, des barrières au sein de la fonction publique, de tous les niveaux, hospitalière, territorial et national, et aussi d'essayer de repenser ensemble une fonction publique au service de l'action publique, avec les citoyens, avec les usagers, avec les fonctionnaires, avec les syndicats. Et là, on voit que les pistes de réflexion, elles sont réelles. Merci pour cet échange extrêmement approfondi. On vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous retrouve au prochain jeudi de Corbera. Bonne soirée.